La série noire continue pour Mercedes. Après la classe A, c'est la Smart qui connaît des problèmes de stabilité. Sa production est reportée à l'automne 1998. Mauvais temps, cote d'alerte dépassée dans le département de l'Hérault. Les rivières débordent après les pluies diluviennes de ces 3 derniers jours. En Bosnie, les Alliés réagissent aux accusations de passivité face aux criminels de guerre. 2 d'entre eux ont été arrêtés la nuit dernière à la suite d'une opération commando. L'assiette des Français, nos goûts restent stables, nos repas équilibrés, mais la restauration rapide gagne du terrain chez les jeunes et c'est inquiétant. Enquête dans ce journal. Si vous étiez américain, vous pourriez commander dès cette année pour votre petite fille une poupée à son image. Ces sosies font fureur pour Noël. Madame, Monsieur, bonsoir. Le radoucissement des températures sur la France a permis un retour à la normale sur les régions de l'Est, de l'Ouest, la région parisienne qui avait subi de fortes chutes de neige hier et dans la nuit d'avant-hier. En revanche, dans le Sud-Est, dans le département de l'Hérault, eh bien, tout le monde est en état d'alerte. Les rivières débordent, gonflées par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Reportage Léo Lamberton, Corinne Comazzi. On l'appelle le pont du diable et il semble ce soir que le diable s'est emparé de l'Hérault. Depuis 24 heures, la rivière est en crue, gonflée par les pluies torrentielles qui s'abattent sur le Languedoc. Dans l'arrière-pays, l'Hérault a dépassé de 3 mètres sa cote d'alerte. Dévalant les Cévennes, la rivière se transforme en torrent, inondant au fur et à mesure les villages. La Roque fut le premier touché ce matin, 1 mètre d'eau dans les rues. Depuis 1 heure du matin, on a fermé la route. Bon, c'est monté progressivement, maintenant ça prend des ampleurs formidables. Hein. Maintenant ça commence à venir vraiment dangereux, très dangereux. En fin de matinée, c'est plus bas le village de Canet qui est à son tour envahi par l'Hérault. L'eau atteint 1,50 m dans les quartiers bas. 30 familles sont évacuées, la salle des fêtes est transformée en piscine olympique et l'humeur est au pessimisme. L'Hérault continue toujours à monter, les informations en amont sont mauvaises, donc on s'attend au pire, ça va continuer à monter et ce toute la nuit. À raison de 10 cm par heure, l'Hérault monte inexorablement. Dans l'après-midi, la rivière atteint les plaines autour de Pézenas et de Béziers, transformant les vignes en véritable mer intérieure. La préfecture de l'Hérault a monté une cellule de crise car les prévisions sont alarmistes. La pluie devrait continuer à tomber toute la nuit et l'aggravation des inondations semble inévitable. Ce qui nous inquiète le plus, c'est les difficultés d'écoulement de toute cette eau accumulée donc, sur les fleuves qui n'arrivent pas à s'écouler correctement vers la mer en raison des vents violents qui nous repoussent cette eau en sens contraire. Ce soir, les communes proches du littoral se préparent au pire. 24 heures après avoir essuyé un raz-de-marée, c'est de la terre que vient désormais le danger. Et elles ne pourront pas faire face quand surgira la rivière déchaînée. Sans mauvais jeu de mots, la série noire continue pour Mercedes. La toute nouvelle Smart, inventée par le créateur de la montre Swatch, fabriquée par Mercedes dans une nouvelle usine en Moselle, ne sera pas sur le marché avant octobre 98, au lieu du mois de mars ou d'avril. La Smart vient de subir et de rater les mêmes tests de stabilité que la petite Mercedes classe A, dont le lancement lui a déjà été reporté. Explication Laurent Bailly. Elle, c'est la Smart. Conçue par Mercedes et Swatch, elle est fabriquée en Lorraine, à Hambach. Elle devait être commercialisée au printemps, mais voilà, cette petite sœur en apparence de la classe A présente les mêmes défauts. Lors de ce test, dit de la baïonnette, qui avait été fatale il y a quelques semaines à la classe A, la petite Smart, elle aussi, a été déstabilisée par un coup de volant. C'est le même test qui nous pose des difficultés, mais dans des situations vraiment très extrêmes. C'est-à-dire avec notre voiture qui est plus courte, on peut faire des virages encore plus étroits. À cause de ça, il faut faire encore plus attention à des mesures techniques. Conséquence, comme pour la classe A, qui a été modifiée et a d'ailleurs repassé les tests avec succès, la Smart devra être révisée. Inaugurée en grande pompe le 24 octobre dernier par 2 chefs d'État, l'usine qui emploie 1000 salariés et sous-traitants continuera de tourner avec des commandes de Mercedes Allemagne. En attendant bien sûr de fabriquer à nouveau la Smart modifiée pour les salariés. C'est pas un coup de frein, c'est une décélération. Avant un nouveau démarrage, on espère. Pas de chômage technique donc, mais c'est bel et bien une série noire pour Mercedes. Alors que 150 000 commandes de Smart avaient été enregistrées en Europe, la petite voiture ne sera disponible qu'en octobre 98. D'ores et déjà, ces déboires sur la Smart coûtent plus d'1 milliard de francs à Mercedes.
Cette information tombe le jour où sont rendus officiels les chiffres du marché automobile français pour 1997, la plus mauvaise année depuis 1974, moins 20%. En revanche, 98 devrait marquer une nette progression. Les constructeurs demandent au pouvoir public de nouvelles incitations à l'achat, mais pas de primes, qui en définitive, finalement, faussent le marché. Damien Thévenot, Bernard Ronflet. Des succursales désespérément vides. Chez ce concessionnaire Opel comme chez ses concurrents, le client s'est fait rare cette année. Près d'1 700 000 voitures neuves vendues sur le marché français en 97, c'est le plus mauvais chiffre depuis 25 ans. Une crise que les députés de droite comme de gauche ont étudiée pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, ils rendent leur copie. Il y a des propositions genre relance de la demande, c'est-à-dire essayer de voir sous quelle forme de nouvelles aides à la consommation, des livrets épargne, voitures, éventuellement des primes mais assez longues pour éviter les effets de sortie, des primes Juppé Balladur. Nous sommes en principe contre ce système de primes. Nous avons vécu, ça veut dire 2 primes dans les derniers 3 ans qui sont derrière nous. Nous avons très clairement constaté cette année un effet désastreux sur le marché automobile français. Pour ou contre la prime, le débat n'aura pas lieu, le gouvernement a tranché. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences des Juppettes et autres baladurettes. Je dis donc très clairement que pour défendre l'industrie automobile, il ne faut pas emprunter ce chemin. Il n'y aura ni Jospinette, ni Pierrette. En revanche, le gouvernement est prêt à discuter d'un système de pré-retraite pour rajeunir les effectifs. Cela permettrait de réduire les coûts salariaux et d'améliorer la productivité face à la concurrence étrangère. Productivité, un mot magique sur un marché saturé. Ce sont les commandos d'élite de la gendarmerie française et belge qui sont intervenus ce matin dans le Pas-de-Calais pour y découvrir un véritable champ de cannabis. Plus de 5000 pieds. Ce type de culture n'est pas extraordinaire dans d'autres pays comme la Hollande, mais en France, c'est la première fois que l'on met au jour une culture industrielle de cette drogue dite douce. 5 personnes ont été arrêtées. Reportage Anne Mourgue, Patrick Burstor. La ferme est isolée, loin des regards indiscrets. À l'intérieur de l'étable, les gendarmes ont découvert une drôle de culture. C'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche. Soigneusement alignés, 5000 pieds de cannabis, le plus important centre de production jamais découvert en France, du travail de professionnels. Nous sommes à une température de 35 degrés environ, avec un éclairage constant, une isolation à peu près parfaite des lieux, qui dénote de grandes capacités techniques. On peut même parler de professionnalisme. Le cannabis était planté ici, cultivé, avant d'être livré, vraisemblablement à l'étranger. L'ensemble de la production était ensuite dirigée sur la Belgique, où existait donc la tête de réseau. Ici en France, nous avons interpellé donc 5 personnes mardi, toutes de nationalité étrangère. 5 autres personnes ont été interpellées en Belgique. Les trafiquants s'étaient installés ici il y a 1 an. Le plus proche voisin est à 1 km. Dans le canton, c'est la stupéfaction. Nous ne pensions pas avoir des gens qui cultivaient la drogue dans notre coin, quoi. Hein, on pense que ça se trouve en ville, à l'étranger, mais pas chez nous. Pas dans le Pas-de-Calais, quand même. La marchandise va maintenant être détruite. Les trafiquants présentés devant le juge. Ils risquent plusieurs années de prison. Au procès du terroriste Carlos à Paris aujourd'hui, des parties civiles représentant les 2 policiers et leur indicateur assassinés sont sortis de leur gonds. Ils en ont assez, disent-ils, du numéro que leur sert chaque jour l'accusé. Agnès Varamian, Benoît Libertou. Depuis 5 jours, ils écoutaient sans rien dire. Mais cet après-midi, pour les fils des victimes, c'en est trop. Carlos a encore changé de défenseur et les débats sont interrompus. Je ne veux plus attendre. Je veux savoir qui a tué mon père. Je veux le savoir maintenant. J'en ai marre que ce procès soit bloqué toutes les 2 minutes, qu'on soit sans arrêt en arrêt. Je veux qu'on avance maintenant, c'est tout. Des heures gâchées dans un va-et-vient d'avocats. Lundi, la défense de Carlos partait, dénonçant un procès stalinien. Une question d'honneur, confiait même cette avocate, revenue aujourd'hui, sans état d'âme. Carlos a maintenant 6 avocats pour le défendre. Mais c'est toujours lui qui parle, donne des leçons. Les experts sont à la barre, mais l'expert c'est lui, voyons. Il sait tout, a tout vu, pinaille ses petits cahiers devant lui, plus bureaucrate que terroriste. Mais voilà, très vite, on aborde les faits, la rue Toulier. Les services secrets versent au dossier cette photo, prise en 75. C'est Carlos, et derrière lui, Michel Moukarbal, l'indique, qui mènera les policiers ce 27 juin à l'adresse parisienne. À la barre, un directeur de la DST est embarrassé. Il évoque les méthodes de son service.
À l'époque, dit-il, nous débutions dans l'antiterrorisme et de Carlos, nous n'avions jamais entendu parler. Le président interroge le policier des services secrets sans complaisance et souligne l'imprudence des inspecteurs qui ce soir-là, Rutoulier n'était pas armé. Il s'agissait de vérification et non pas d'interpellation, justifie le responsable à la barre. Il y a eu un décalage total entre ce que nous savions et ce que Carlos a cru que nous savions. Pour nous, la Rutoulier est un crime d'affolement. Dans son box, Carlos, lui, ne dit plus rien. 22 ans après les faits, Illich Ramirez Sanchez, le révolutionnaire, s'apprête à nier tout en bloc. La corruption dans les passations de marché dans le monde a fait l'objet d'une réunion de l'organisme international, l'OCDE, hier à Paris, avec la signature d'une charte internationale pour lutter contre. La France n'apparaît qu'en 20e position mondiale dans l'échelle de la corruption. Et ce matin, le service central de prévention de la corruption en France présentait lui aussi un rapport qui, dans l'ordre de gravité, met d'abord en avant la corruption dans la passation des marchés publics. Olivier Caroff, Philippe Deslandes. Une enveloppe de 21 millions de francs, c'est ce que Michel Giraud, le président RPR de la région Île-de-France, vient d'obtenir de son conseil régional. La somme est destinée à indemniser certaines entreprises qui, depuis quelques mois, sont indésirables dans la région. Ce bureau d'études, par exemple, Patrimoine Ingénierie, va recevoir 13 millions de francs pour rupture de contrat. Son nom revient pourtant avec insistance dans les enquêtes sur les marchés de la région Île-de-France et pour cause, à lui seul, il a raflé 80% des contrats. Des affaires de ce genre, le service central de prévention de la corruption en analyse des dizaines chaque année. Dans son rapport annuel, pas de nom, mais un constat, la corruption dans les marchés publics n'a rien de marginal. Il faut savoir qu'en France, le secteur des marchés publics, c'est 700 milliards de francs, et que sur 700 milliards, il y en a les 2/3 qui sont passés par les collectivités locales. Donc une manne pareille ne peut pas manquer d'attirer un certain nombre de gens qui sont plus ou moins recommandables. Le rapport détaille tous les mécanismes de la corruption. Fausses factures, caisses noires, détournement de fonds, les circuits sont devenus internationaux. À l'instar des paradis fiscaux, en rouge sur cette carte, d'autres pays sont devenus maîtres dans l'art de brouiller les pistes. Les commissions rogatoires n'ont aucune chance d'y aboutir, les exemples ne manquent pas. Un Français qui avait détourné des fonds pour un montant très considérable, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de francs, et qui s'était réfugié dans un pays d'Amérique du Sud. Il a été arrêté sur place pendant quelques jours et il a été remis en liberté. Je n'ai jamais compris pourquoi, ce qui fait que la demande d'extradition n'a jamais pu être appliquée. Le rapport du SCPC est désormais sur le bureau du garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, qui pour la première fois a autorisé sa publication. Depuis le début de cette semaine, dans plusieurs villes de France et à Paris, les chômeurs allocataires des ACEDIC manifestent pour se voir verser une forme de prime de Noël perçue l'an dernier. Cet après-midi, le ministre de l'Emploi, Martine Aubry, en rapport avec cette affaire, a annoncé une hausse de 3% de l'allocation solidarité versée à certains chômeurs de longue durée. Sébastien Vibert, Jean-Jacques Le Garec. D'abord, on demande une augmentation de 1500 francs de tous les minima sociaux, puisque actuellement on est de plus en plus nombreux à vivre dans la misère. On est plus d'1,5 million à devoir se nourrir l'hiver avec les restaurants du cœur. La colère est à peine contenue. La cinquantaine de chômeurs et les membres d'associations qui les défendent ont obtenu une audience du directeur de la Caisse nationale d'allocation familiale. Pour eux, il y a urgence. RMI, allocation, des ressources jugées largement insuffisantes. On est en train de les aider. Changement d'ambiance, mais revendications identiques devant le ministère de l'Emploi. Environ 300 militants CGT venus de toute la France viennent réclamer une prime de Noël pour les chômeurs. On a occupé les ACEDIC de Roubaix et grâce à notre action, on a reçu 1000 francs pour les plus démunis. Donc vous voyez que la lutte paye. L'an passé, à Noël, l'assurance chômage a versé des aides exceptionnelles de 1500 francs comme elle le fait toute l'année. L'argent a été puisé d'un fonds social doté d'1,4 milliard de francs et dont la CGT critique l'utilisation. Certains responsables du syndicat ont demandé au ministère de l'Emploi d'organiser des tables rondes pour mobiliser cet argent dans tous les départements. La réponse a été négative. Ce qu'on peut dire, de façon un peu lapidaire, c'est qu'ils sont un peu dans la merde. C'est-à-dire... Et nous aussi Nous aussi, non mais justement, on va sans doute être appelé à l'occupation généralisée, l'occupation nationale de toutes les ACEDIC dans ce putain de pays. L'UNEDIC assure que les aides ne seront pas versées systématiquement mais au cas par cas. La CGT espère, elle, que cette semaine d'action n'est qu'un début.
À Paris, la grève des employés de la RATP sur la ligne B du RER est terminée. Un accord a été finalement trouvé. Le différend portait sur les renforts en moyens en hommes à la veille de la prochaine Coupe du Monde de football. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Air France. Aujourd'hui, la compagnie a été bénéficiaire au premier semestre 97, 1,7 milliard, c'est 3 fois plus que l'année d'avant. En revanche, elle vient de rater une alliance avec la compagnie Alitalia qui lui a préféré le suédois KLM. Les organismes HLM viennent de passer toute une série d'accords pour améliorer la transparence des affectations d'appartements. La possibilité pour certains propriétaires également privés de confier leur appartement à gérer par les HLM. Il existe également des organismes locaux de réhabilitation. C'est le cas dans le quartier populaire de La Paillade à Montpellier. Le projet est original et ambitieux là-bas, faire en sorte que chaque immeuble ait sa personnalité. Bref, que chacun retrouve enfin sa maison. Véronique Gaglione, Pascal Pense. En fait, vous limitez le hall à cette partie-là et entrez directement par ici. Donc si vous préférez cette solution-là, plutôt que la solution... D'habitude, ils se croisent dans la cage d'escalier. Ce soir, l'architecte a rassemblé les locataires pour une dernière réunion de palier. Avant rénovation, ils doivent tous se mettre d'accord. Vous avez vu la discussion ce soir sur savoir si on mettait l'entrée plutôt là ou là. Finalement, ils finissent par avoir un avis et en ayant énoncé cet avis, ça devient leur projet. Car La Paillade a fait un rêve, celui d'ouvrir un jour ses volets sur des façades de couleur, des balcons particuliers dans des immeubles différenciés. L'Office des HLM de Montpellier a confié la rénovation de 1700 logements à 170 architectes. Chacun prend en charge une cage d'escalier et doit lui donner une identité. Intérieur, extérieur, partie commune, avec 50 000 francs par appartement. Chaque locataire formule ses souhaits. Bonjour, messieurs, dames. Moi, j'ai demandé tous mes carreaux, les 2 bacs. Madame Boulis m'a dit qu'elle me changerait le bas, l'évier. Mes plaintes en bas, qu'elle tombe. Oui, les plaintes, ça c'est prévu. Ça c'est prévu. Dans les travaux, c'est prévu. Les balcons, vous y touchez pas. On les repeint. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui change, c'est que c'est un peu plus... Ça sera un peu plus joli, un peu plus propre, un peu plus... Non, c'est un peu plus chez vous, un peu plus votre immeuble. Donc c'est un peu plus une vraie rue dans une vraie ville, dans un vrai quartier. Être fier de sa maison, c'est ensuite la faire respecter. Voilà pourquoi le locataire doit s'approprier le logement. Aujourd'hui, l'habitant de l'immeuble qui est en face de vous, madame, il peut dire qu'il a un immeuble qui est individualisé dans la somme des immeubles de La Paillade. Et il peut dire, j'habite à la maison rose avec des volets verts. Vous savez, ça a l'air de rien, mais c'est d'une importance capitale. Mais La Paillade, c'est 25 000 habitants, la petite délinquance au quotidien et 25% de chômeurs. On dit ici que les façades d'architectes ne sont que des habits de riches pour cacher un pauvre. Et les hausses de loyer qui vont payer pour une grande part la rénovation ne rendent les locataires que plus amers. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent un peu plus dans les appartements que de nous mettre au salles. Ça, franchement... Il y a des choses qui ont changé, là? Juste le lavabo, c'est tout. Ils ont changé que le lavabo. Il a fallu que je me disputais parce qu'ils ne voulaient pas le changer. Mais La Paillade s'est lancée dans une œuvre à long terme. Des commerces en zone franche devraient venir occuper les coursives, lieu de tous les deals. Dans 3 ans, tous les blocs seront rénovés. Le tramway viendra désenclaver le quartier et on verra alors si la délinquance diminue ou simplement se déplace. Elle vient à la bonne heure, c'est notre enquête de ce soir, la nouvelle assiette des Français à l'occasion de la parution du rapport du comité d'éducation pour la santé. Ces 3 dernières années, nos goûts sont restés plutôt stables, nourriture équilibrée, les 2 repas restent une institution en France. En revanche, il existe une certaine inquiétude à propos des plus jeunes, adeptes de plus en plus nombreux de la restauration rapide. Françoise Vallet, Luc Bachofen. Quand on demande aux Français ce que manger représente pour eux, ils répondent en premier lieu la vie, puis le plaisir, la santé arrive en 3e position. L'étude montre qu'ils sont plutôt satisfaits de leur alimentation et a priori, ils ont raison. Parmi les aliments préférés des Français, le pain. 92% des Français en mangent et la baguette est toujours en tête. Le camembert est le fromage le plus apprécié. Certaines régions ont leurs produits vedettes. Coquillages et crustacés dans l'ouest du pays, crème et beurre au nord, huile végétale au sud. Côté boisson, l'eau du robinet est la première boisson des Français, mais l'eau minérale est très présente. Les jeunes préfèrent des jus de fruits, coca, soda ou limonade.
Le café est une habitude, 80% de la population en consomme noir ou au lait. Quant aux boissons alcoolisées, les hommes en boivent plus que les femmes qui se réservent pour le week-end. Le vin est délaissé par les jeunes au profit de la bière. Fait nouveau, l'apéritif est de retour. En France, les repas restent très structurés. 3 repas par jour, 3 plats par repas et globalement une nourriture plutôt équilibrée. Cette étude est très rassurante puisque le premier constat majeur que l'on fait, c'est que l'alimentation des Français est équilibrée et variée. Il y a quelques petits signaux sur lesquels il faut être vigilant. Ces signaux, c'est notamment une proportion importante encore de personnes qui ne consomment pas ou peu ou très peu de fruits et légumes, de personnes qui ne consomment pas ou peu de produits laitiers. C'est le cas des jeunes, notamment. Grands consommateurs de fast-food, quiches et sandwichs, leur alimentation est souvent déséquilibrée. Trop de sucre, par exemple. Le matin, ils sont peu nombreux à déjeuner. En revanche, lorsqu'ils décident de le prendre, leur petit déjeuner est plus complet que celui des adultes. Autre constat de cette étude, la télévision est de plus en plus présente dans les foyers. Alors la télévision est présente dès le matin puisqu'il y a pratiquement un Français sur 10 qui mange son petit déjeuner devant la télévision. À midi c'est 40% et le soir c'est 60%. Et lorsqu'on compare avec une enquête que nous avions réalisée en 1994, il y a plutôt une augmentation du nombre de Français qui prennent leur repas avec la télévision. C'est peut-être pour cela que les Français aiment bien manger à la maison, 72% à midi, plus de 90% le soir. C'est un événement en Bretagne, c'est un cas unique également en France. La centrale nucléaire de Brennilis, arrêtée depuis 1985, est actuellement entièrement démantelée, pièce par pièce. Une fois terminé, le site n'aura plus aucune vocation nucléaire. C'est une expérience importante pour l'avenir. Jacques Deveau, Michel Hiver. La centrale nucléaire de Brennilis n'est plus en activité depuis 1985. 99% de la radioactivité, selon EDF, a disparu. N'empêche, dans cette phase de démantèlement, la sécurité ne se relâche pas. Car à l'image de cette pièce, tout devra disparaître, du moindre boulon au béton. Un travail à la petite cuillère qu'EDF a baptisé déconstruction. La particularité, c'est qu'on se trouve dans un environnement nucléaire avec les règles, les procédures du nucléaire. Il ne s'agit pas d'une démolition, c'est une déconstruction des centrales nucléaires. Donc cela veut dire du sérieux, des règles et de la méthode. Dans ce contexte, la gestion des déchets prend évidemment toute son importance, même si 90% n'ont jamais été en contact avec l'atome. Alors, toutes les pièces sont repérées, selon un code couleur, en fonction du niveau de contamination. Ici, vous avez une couleur rose ou rouge, c'est qu'on a fait passer à l'intérieur des effluents qui étaient contaminés. Donc là, on a eu une contamination, le corps de la pompe est contaminée. Ici, la séparation entre une partie contaminée et une partie conventionnelle. En l'an 2000, cette phase sera achevée. Sur le site, on ne laissera aucun déchet radioactif. Ils seront stockés dans les centres spécialisés. Mais il restera le réacteur. Au plus tard, il sera détruit dans 50 ans, quand toute radioactivité aura cessé. À moins que les études en cours démontrent que sa destruction est possible avant. Quoi qu'il en soit, l'objectif est de faire disparaître la centrale du paysage. À sa place, toute nouvelle activité sera possible. Une nouvelle catastrophe aérienne mettant en cause un avion d'une compagnie de l'ex-Union soviétique, en l'occurrence un avion ukrainien qui transportait 70 passagers et qui assurait la liaison Kiev-Salonique en Grèce. L'appareil, un Yakovlev 42, s'est écrasé contre une montagne. Les chercheurs sont restés un bon moment dans l'expectative avant de retrouver les premiers corps. En marge de cette catastrophe, toutes les compagnies américaines renforcent les mesures de sécurité en vol. Chaque avion va être doté d'un radar qui lui permettra de visualiser directement le relief, sous et devant l'appareil. Romuald Bonan, Alain Poirier. Rien à voir avec un nouveau jeu vidéo version simulateur de vol. D'ici 2003, tous les avions de ligne américains seront dotés de ce dispositif radar. Dans le cockpit, des images et une voix de synthèse informeront les pilotes sur tous les obstacles du relief dans la prochaine minute de vol. Grâce aux satellites, la position de l'avion par rapport aux montagnes, par exemple, est décrite avec précision. Et en cas de rapprochement trop risqué, la voix synthétique propose aux pilotes là où les solutions adaptées.
Un filet de sécurité supplémentaire qui n'est pas obligatoire d'après la réglementation aéronautique internationale. Actuellement, les équipements radars ne donnent que la distance entre l'avion et le sol. Avec la visualisation et la présentation du relief, la stratégie d'évitement de celui-ci pourra être analysée et pourra déboucher sur un virage à gauche ou un virage à droite, par exemple, de manière à éviter le sommet de l'obstacle. Dans l'ancien système, seule une alarme retentissait et la seule manœuvre possible du pilote était de monter, mais de monter tout droit. Monter tout droit pour tenter d'éviter l'obstacle et l'accident, mais à une condition, ne pas atteindre les limites techniques de l'appareil, ce qui ferait décrocher l'avion. C'est hélas ce qui s'est passé à Guam l'été dernier. Dans le cockpit du Boeing 747, l'alarme avait bien indiqué au pilote la présence d'une montagne, mais pas suffisamment tôt pour réagir. Récemment, Madame Harbour, le procureur général auprès du tribunal international contre les crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie, dénonçait la passivité des troupes internationales et notamment de la France pour rechercher les criminels de guerre vivant sur les territoires qu'ils contrôlent. Y a-t-il un rapport de cause à effet? En tout cas, eh bien, la nuit dernière, une opération commando de la force internationale de l'OTAN a permis l'arrestation de 2 criminels de guerre. Jérôme Bonny. Ambiance tendue ce matin autour de la maison de Vlatko Kupreskić, l'un des 2 Croates criminels de guerre présumés arrêtés cette nuit près de Vitez. Les forces de l'OTAN étaient sur le qui-vive pour maintenir à distance une population hostile en Bosnie. Les criminels de guerre sont souvent considérés comme des héros. Kupreskić a été blessé pendant l'opération, dont la violence est visible partout dans son pavillon. Le commando a enfermé son épouse dans une pièce avec les 2 enfants. J'ai crié, j'étais terrifiée. J'ai vu ces types avec des cagoules, on ne distinguait que leurs yeux. Le commando des forces spéciales néerlandaises avait été entraîné hors de Bosnie. Il a opéré avec le soutien logistique des Américains et des Anglais pour arrêter les 2 criminels présumés, dont l'un était sur la liste officielle du tribunal pénal international, l'autre sur une liste secrète. Tous 2 avaient participé en 1993 au massacre de 103 civils musulmans, parmi lesquels 33 femmes et enfants, souvent brûlés vifs. Ils viennent d'être transférés à La Haye pour attendre leur procès à la prison de Scheveningen, qui est pratiquement pleine maintenant, avec 22 prévenus. Sur fond de crise économique et surtout financière, élection présidentielle en Corée du Sud aujourd'hui. Le président en place, Lee Oh-young, a été battu. Il doit céder la place à son principal opposant, Kim Dae-jung. Lee Oh-young, sur ces images, qui s'était excusé de ses erreurs à la tête du pays la semaine dernière. Le Premier ministre Lionel Jospin termine ce soir son voyage au Maroc, marqué par des entretiens politiques avec le roi Hassan II, mais aussi l'élaboration de contrats sur la construction notamment d'un métro à Casablanca et la vente d'avions Airbus. Philippe Arroy, Alain Poirier. Construite sur la mer, car selon le Coran, le trône de Dieu était sur l'eau, la mosquée Hassan II de Casablanca, le plus haut édifice religieux du monde. 35 000 artisans y ont travaillé pendant 6 ans, mariant les techniques modernes aux pures traditions musulmanes. Cette passerelle entre les civilisations et les langues se retrouve dans l'éducation, avec l'inauguration par Lionel Jospin du lycée Massignon, signe de la vitalité francophone au Maroc. Dans ce collège, nous poursuivons nos études selon les programmes français, mais sans négliger l'apprentissage de la langue arabe. Originalité de ce lycée français, aucune subvention publique. Ce sont les parents d'élèves, surtout des Marocains, et une association qui assure le financement. Mais la scolarité coûte cher. Les relations franco-marocaines ont aussi leur dimension politique. Le roi Hassan II a décoré et reçu longuement le Premier ministre, alors que le Maroc souhaite vivre la démocratie et le pluralisme, ce qui retient l'attention des Français. Tout cela ne peut que renforcer et amplifier le partenariat économique entre 2 pays aux liens très anciens. C'était d'ailleurs le principal but de la visite de Lionel Jospin ici au Maroc. Retour en France, à noter une crise qui a éclaté, c'est très rare, cet après-midi dans un lieu pourtant feutré, d'ordinaire, le Sénat, entre la majorité RPR-UDF et le gouvernement qui, fait rarissime, a quitté l'hémicycle, suivi par les groupes socialistes et communistes, avant la discussion d'une motion adoptée par la droite demandant un référendum sur la nationalité. La loi vient d'être adoptée il y a quelques jours.
Découverte de 2 jeunes chercheurs français en Afrique du Sud maintenant. Des fragments de squelettes de bébés remontant à 2 millions d'années. Découverte exceptionnelle qui n'a connu que 8 précédents. L'étude de ces fragments d'os, de squelettes, permettra d'en savoir un peu plus sur notre évolution. Nathalie Moisan. Voici le frontal, c'est-à-dire l'os correspondant au front du deuxième bébé. Un bébé paranthrope, c'est-à-dire un cousin de l'homme actuel. Un front avec l'emplacement des yeux, un demi-maxillaire avec 2 dents de lait et une dent permanente, des ossements fossiles tellement fragmentaires qu'on les croirait insignifiants. Ici, la deuxième molaire de lait. Mais pour ces jeunes chercheurs français qui les ont déterrés, c'est une découverte historique. Une pièce de plus dans le puzzle de l'histoire des origines de l'homme. Une découverte effectuée l'été dernier en Afrique du Sud, ici à Drimolen, à une trentaine de kilomètres de Pretoria, dans un site fouillé depuis 5 ans. Nous étions très excités, donc, puisque nous savions qu'il s'agissait donc des tout premiers restes crâniens de ce très jeune bébé. Un premier puis un second bébé, vieux de 2 millions d'années. Des enfants de 2 genres différents, l'un est un australopithèque robuste, l'autre est un ancêtre plus direct de l'homme actuel. Il avait moins de 3 ans lorsqu'il est mort. Ces restes permettront de mieux comprendre la croissance infantile des hominidés. C'est une illustration de plus, et on n'en aura jamais assez, pour comprendre pourquoi l'homme est apparu, comment il est apparu et dans quelle région du monde il est apparu. Comment ces enfants sont-ils morts? Sont-ils tombés dans un gouffre? Ont-ils été dévorés par un fauve? Les prochaines fouilles du site pourraient lever le mystère des bébés de Drimolen. Venons-en à Noël, au classement des cadeaux préférés des Français. Donc pour Noël, si les jouets restent normalement en tête, les CD-ROM et les ordinateurs arrivent tout de suite derrière. Les statistiques prouvent que 20% des ménages français sont déjà équipés en micro-informatique. Pour autant, ces objets qui règlent déjà notre vie d'aujourd'hui demeurent mystérieux pour bon nombre d'entre nous, surtout au moment de l'achat. Reportage Laurent Lejopp, Myriam Metaoui. À quoi rêvent les Français à l'approche de Noël? À la modernité. À quoi reconnaît-on la modernité? À sa taille respectable, à son prix qui avoisine les 10 000 francs et au fait qu'elle trouve généralement sa légitimité dans l'avenir des jeunes générations. Un cadeau de Noël excessif, absolument excessif, mais ça n'est pas qu'un cadeau de Noël, c'est un cadeau pour plusieurs années. Je crois que si on le prive de ça, on risque de priver d'une partie de son avenir de travail qui peut être vraiment qui peut le gêner. Le travail, bien sûr, est la fonction première de l'ordinateur. Et pourtant, la plupart des machines achetées ce Noël serviront à toute autre chose. La grosse majeure partie des gens, c'est surtout les jeux qu'ils recherchent. D'ailleurs, notre clientèle nous demande, on veut la puissance pour jouer, pour faire tourner des flight simulators, pour faire tourner des gros jeux qui demandent beaucoup de puissance et de lumière. Et d'ailleurs, dans ce grand magasin spécialisé en informatique, les logiciels en démonstration sont pour la plupart des jeux. La raison, ce sont en général les enfants qui prescrivent les achats d'ordinateurs, et les enfants savent de quoi ils parlent. Déjà en Amérique, les enfants savent déjà jouer parfaitement et qu'on peut communiquer par Internet, donc ça va être le futur. Qu'est-ce que tu veux pour Noël, toi? J'ai marqué un tour de potier. Après Noël, près de 5 millions de ménages français seront entrés de plein pied dans la modernité. Grâce à leur ordinateur, ils pourront communiquer et travailler, bien sûr. Peut-être pour l'année prochaine en France, une autre idée de cadeau qui fait déjà fureur aux États-Unis. La poupée sosie de votre propre bébé, de votre propre enfant. La fabrique qui s'est installée à Denver, dans le Colorado, est débordée de commandes. Reportage Maryse Burgot. C'est un monde étrange où les poupées ressemblent trait pour trait aux enfants. Un monde de petits clones imaginés par une entreprise américaine. L'idée est simple, donner aux parents la possibilité d'offrir à leurs enfants un jouet unique. C'est ma poupée favorite, parce qu'elle me ressemble et elle fait tout ce que je fais. Fabriquer des poupées à partir de photos d'enfants, c'est donc l'étonnante idée de MyTwin, une entreprise installée près de Denver, dans l'État du Colorado. 500 salariés chargés de fabriquer de parfaits petits clones. Sélectionner d'abord le teint et la forme de visage appropriée, choisir ensuite entre 24 couleurs d'yeux différentes, laisser enfin le pinceau se charger des détails. Chaque poupée sera vendue entre 700 et 1000 francs.
Vous voyez cette tête-là, la petite fille avait des taches de rousseur sur tout le visage. Alors j'ai dû faire attention à l'endroit où je les dessinais pour que ça lui ressemble vraiment. Quelques coups de ciseaux plus tard, voilà une petite américaine transformée en poupée. Et en cette période de Noël, My Twin est littéralement débordée. Les commandes sont énormes et multiethniques, à l'image de l'Amérique. Cette texture de cheveux, nous l'utilisons beaucoup pour les Noirs américains. Il y a des cheveux très bouclés, très raides, très longs ou très courts. Nous avons tout ce qu'il faut. Certains psychologues américains se sont émus d'une telle initiative, expliquant que l'enfant pourrait trop s'identifier à sa poupée et être très malheureux si par exemple celle-ci était cassée. D'autres disent au contraire que ce jouet peut aider certains enfants à mieux s'accepter. L'histoire ne dit pas qui a raison, on sait seulement que My Twin gagne beaucoup d'argent grâce à cette drôle d'idée de transformer des enfants en poupées. Et voici la dernière trouvaille de cette entreprise américaine. Vous envoyez une photo de votre père lorsqu'il était enfant. Il recevra une poupée qui ressemble à la photo. Une drôle d'idée de cadeau à destination des adultes un peu nostalgiques de leur enfance. Plus terre à terre, plus traditionnel, mais tout de même bien bon, la dinde de Noël qui reste le plat préféré des Français pour le soir du réveillon. Les meilleures d'entre elles, les dindes fermières, sont élevées en plein air, au grain, dans la commune de Marcigny, en Saône-et-Loire, où se tient actuellement une foire aux dindes, où sont couronnées également les plus belles bêtes de l'année. Marie-Hélène Bonneau, Pascal Pueyo. Un marché fermier, le même depuis le XIIIe siècle. Chaque année, à l'époque de Noël, les éleveurs du canton exposent et vendent leurs dindes. Les blanches sont les plus grosses, les femelles peuvent peser jusqu'à 10 kilos. Les noires sont souvent beaucoup plus petites, ce sont les plus vendues parce que les familles sont moins nombreuses qu'autrefois. Et toutes ces dindes ont été élevées en plein air. La dinde pond au printemps, il faut 8 mois pour engraisser une dinde normalement. Elle est donc à point pour les fêtes de Noël à peu près. À point et bien cuite de préférence, 1 heure environ par kilo et arrosée régulièrement. Écoutez les conseils des spécialistes, ils sont membres de la confrérie de la dinde qui chaque année compte de nouveaux adeptes. La dinde qui fait même l'objet d'un concours. La plume soyeuse est parée de ses plus beaux atours, elle s'expose au regard des experts. Le jury, des membres de la Société avicole du Charolais, l'examine sous toutes les plumes. L'œil est très vif. Plumée et pesée, elle coûte 55 francs au kilo. Le lot de Pierre Pontet est arrivé 2e au concours. Ce jeune agriculteur du village voisin prépare ses dindes depuis le mois de mai. Un troupeau en liberté d'environ 200 bêtes nourri exclusivement au blé. Une dinde fermière mange 300 grammes de graines par jour. Le goût est complètement différent. Disons que c'est une volaille, la viande est plus ferme, c'est plus savoureux, quoi. Mais attention à la concurrence, les oies arrivent. Depuis quelques années, on en demande de plus en plus pour les fêtes de Noël. Journaliste, écrivain, directeur du Figaro littéraire, Jean-Marie Roire a été élu aujourd'hui à l'Académie française, succédant à l'historien Georges Duby. Voilà, avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. D'abord, la série noire qui continue pour Mercedes. Après la classe A, c'est la Smart qui connaît des problèmes de stabilité. Sa production est reportée à octobre 1998. Mauvais temps, côte d'alerte dépassée dans le département de l'Hérault. Les rivières débordent après les pluies diluviennes de ces 48 dernières heures. En Bosnie, les Alliés réagissent aux accusations de passivité face aux criminels de guerre. 2 d'entre eux ont été arrêtés la nuit dernière à la suite d'une opération commando. Voilà, dans un instant, la météo. Sophie Davant, le point route, Valérie Maurice. Attention. 20h50, envoyé spécial, le magazine a enquêté sur l'exploitation sexuelle des enfants à travers le monde. Suivi ensuite d'un hommage à notre confrère François-Henri de Virieux, récemment décédé, hommage au travers des grands moments de son émission, L'heure de vérité. Voilà, ce journal est terminé. Demain soir, ici même, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir.